Alors, puisqu'hier, nous avons célébré la victoire d'octobre du dit Ramadan, alors aujourd'hui, nous allons parler de l'ancienne armée égyptienne qui a elle aussi réalisé des exploits militaires légendaires enregistrés dans la mémoire du monde antique. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne M. Simon Saïr, guide touristique, qui va nous parler de ce sujet. Bonjour, M. Simon Saïr. Bonjour, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, veuillez nous jeter la lumière sur les exploitations durant la période pharaonique, les plus importantes. Alors, les plus importantes, c'était celle de Ramsès II envers le peuple des Égyptes. Ça, c'est vraiment, on peut dire, le chef-d'œuvre et la plus grande bataille que l'Égypte a connue dans son histoire. Donc, Ramsès II, il est parti avec 5 équipes militaires pour rencontrer ce peuple. Et quand il est parti, il en avait 4 troupes avec lui, à pied, et la 5e qui était en bateau. À son départ, il a donné le nom des dieux pour ses troupes. La troupe d'Amon, la troupe de Ra et la troupe de Sekhmet, et ainsi de suite. Ramsès II, le plus grand courageux que nous avons connu dans notre histoire, il a avancé avec 2 troupes. Il y en avait 2 qui étaient derrière lui. Et quand il est arrivé pour la rencontre de ses ennemis, qui ont essayé de faire un système d'espionnage et de le piéger, il a pu quand même foncer à l'intérieur de la bataille lui-même en attaquant ses ennemis. Et on voit sur les scènes de nos temples, comme Karnak, Luxor, Abou Simbel et Abydos, comment lui, il attaquait les chefs 2 par 2, et qu'il a pu quand même en mettre sous ses pieds et les prendre par les bras et leur casser les os. Ramsès II, il a pu avec son intelligence et son courage, dès le premier jour, rien qu'avec la moitié de ses militaires, faire une égalité dans la bataille. Et ensuite, il a pu gagner et réaliser un traité de paix en tant que vainqueur. Dans ce traité de paix, il a assuré le territoire égyptien. Il a assuré les relations avec le peuple des Égyptes. Et on a eu en Égypte la fille du roi d'Égypte qui est devenue la femme de Ramsès II. Et les relations diplomatiques étaient à l'excellence. Et la richesse et la gloire du pays étaient au summum. Ramsès II, aussi bien que les souverains du Nouvel Empire, ils ont pu en faire des bateaux de guerre. Ils ont fait un élevage de chevaux pour les batailles. Ils ont pu travailler les métaux pour en faire des outils de guerre, et ça c'est pour la première fois de notre histoire, car quand on parle de l'ancien empire et du moyen empire, on n'avait ni les chevaux, ni les métaux. Et d'ici que naît la technique de la fabrication des bateaux de guerre, c'est-à-dire faire les batailles navales. Et de là que l'Égypte, avec ses rangs militaires à l'époque de l'Égypte ancienne, elle a pu faire plusieurs choses. La première, ça a été d'assurer la paix avec tous les peuples étrangers. En second, assurer la sécurité des frontières égyptiennes où les Bédouins habitent dans le désert le plus proche. N'oublions jamais que les peuples du désert, comme les Bédouins, ont toujours un problème de nourriture pour leurs chèvres, pour leurs moutons, vu qu'ils n'ont pas assez quand il pleut peu. Et de là qu'ils passent vers nos paysans pour en prendre de leur territoire. Et là, le rôle du pharaon, pour que chacun reste chez lui, en même temps, chacun présente son rôle et ses devoirs pour l'État. Pendant toutes les périodes anciennes, on avait pour chaque province un chef d'armée qui organise des troupes professionnelles. Et il y en avait aussi bien des gens en plein cœur du désert, dans des tours, pour assurer les chemins des militaires et pour assurer les chemins du commerce. Parmi les plus grands rôles de l'armée égyptienne pendant toute l'histoire, c'était assurer les commerçants. Car quand ils partent de l'Égypte envers un autre territoire, ils ont une marchandise qui a de la valeur, ils n'ont pas d'armes avec eux. D'ici qu'on avait une distance d'un parcours d'un jour à pied entre chaque 2 tours. D'une façon que quand les militaires, quand les commerçants partent avec leurs marchandises, ils trouvent leur refuge et leur repos envers la tour militaire. Ils passent la nuit en pleine sécurité. Et le lendemain, ils font leur chemin, donnant des signes de vie et donnant attaque, d'une façon que si jamais quoi que ce soit qui arrive, notre armée assure les territoires extérieurs
pour le commerce extérieur. Intérieurement, quand on avait une grande bataille, le chef militaire va regrouper tous les soldats de l'Égypte pour faire ce départ, assurant bien sûr les autres frontières. L'Égypte a connu un cadre fabuleux pour la gérance de l'armée égyptienne. Elle a connu une hiérarchie, elle a connu l'armement, elle a connu les flashs et les arcs, elle a connu l'empoisonnement, elle en a connu quand même les habits militaires et la protection de nos soldats. Dis que l'Égypte, elle avait un désert naturel qui la protège, mais en même temps, elle avait quand même des messagers extérieurs, elle avait des tours de protection. On n'a jamais arrêté pendant toute l'histoire de confirmer une sécurité intérieure d'une façon à assurer une richesse. La richesse ne va jamais avoir lieu si on a une armée faible. C'est la richesse de l'Égypte, on peut dire que la richesse de l'Égypte est due à une forte armée. Jusqu'à présent. Bon. Alors, bonjour, monsieur Sayer. Alors, là, si on ne parle pas de guerre, mais on parle des expéditions. Peut-être c'est un peu un mélange entre guerre et expédition. Si je parle de la grande reine Hatshepsut, parlez-nous de ces expéditions. Bien sûr. Alors, la reine Hatshepsut, quand elle a fait son départ pour apporter des produits rares pour l'Égypte, eh bien, il a fallu avoir l'armée qui l'accompagne. Et d'ici qu'on parle d'une expédition militaire. L'expédition militaire ou bien l'expédition commerciale, c'est vraiment des noms que nous on utilise pour exprimer la présence des militaires avec la présence des commerçants. Il a fallu toujours, quand vous envoyez des commerçants, avoir de l'or pour régler la facture. Oui. Et en même temps, ces commerçants, ils n'ont pas la capacité pour faire une protection à leurs bijoux ou bien à leur échange. Mais ils étaient un expert pour savoir la valeur du produit intérieur que nous on part avec, aussi bien à savoir la valeur du produit qu'on va rapporter. Par exemple, si on va rapporter les huiles essentielles qui sont pour la femme et pour les temples, si on va acheter de l'encens, et pour repérer la qualité, le genre, la concentration, ainsi de suite, l'armée égyptienne, elle a protégé aussi bien l'importation de l'ivoire, la peau de léopard, aussi bien qu'on a les épices qui sont essentielles à la conservation de la nourriture, les épices qui sont essentielles à la conservation du corps dans la momification. L'armée, elle assure l'or égyptien qui part pour l'échange et elle assure la sécurité de la nourriture. Et les commerçants, ce sont les experts, aussi bien qu'on avait les marins militaires. Car pour partir avec un bateau, retour avec un bateau, les rameurs, c'était des soldats. Et on avait les deux genres de bateaux, les petits et les grands, celles qui sont par rame une personne et celles qui sont par rame deux personnes, comme vous avez l'exemple du bateau de Khéops, la barque qui se trouvait avant. Voilà. Oui. Là, je t'en prie. Là, on sait très bien que l'Égypte a possédé, ou l'Égypte ancienne a possédé la première armée dans l'histoire humaine. Là, parlez-nous du rôle de l'armée dans l'unification de la basse et la haute Égypte à l'époque. Oui, alors celui qui a fait l'unification, c'est le roi Ména, ou bien Narmer, et nous plutôt on utilise le nom Narmer, vu les deux syllabes qui se trouvent dans la stèle qui se trouve au musée du Caire. Le roi Narmer, qui était en tête de la haute Égypte, il avait regroupé de ces 22 provinces une armée. Et il est parti vers le delta de l'Égypte, qui était un territoire qui était assez riche, pour faire un territoire uni. Le problème toujours du delta, c'est qu'il y avait les paysans qui ne sont pas des hommes de guerre, mais des hommes producteurs. Par contre, le sud qui était un peu pauvre, mais il était riche avec les hommes qui sont costauds. L'Égypte, elle en avait besoin des deux, la force et la richesse. L'Égypte, elle avait besoin de ce sud qui est le contact avec l'Afrique. L'Égypte, elle avait besoin de protéger le sud qui est la source de toute, on peut dire, de la foi, de l'or qui vient de la Libye, et ainsi de suite. Des richesses. Des richesses. Alors, quand le roi Narmer, il a fait ce regroupement de ses militaires, avec ce grand départ, il est parti vers le delta, et il a gagné sur les provinces, il a fait quelque chose de très beau. Il a fait un échange de gouverneurs. On trouve par exemple des hommes du Sud très capables qui gèrent les provinces du Nord. Des hommes, et vice-versa,
ça veut dire que les perdants de la bataille font part du corps de l'Égypte et de son tissu et deviennent gérants. Il n'a pas fait une différence entre les deux territoires. Les deux territoires sont devenus un seul territoire, une seule armée, une seule taxe, une seule distribution. Les hommes du Sud travaillent dans le Nord, les hommes du Nord travaillent dans le Sud. Même revenu, même travail, même taxe. Et l'armée, elle protège les deux à la fois. Et les prêtres servent les deux à la fois. Et on peut dire les postes politiques sont partagés entre les deux, diplomatiques. Alors, la bataille qu'a fait le roi Narmer, qui était fabuleuse, avec des outils très primitifs, comme par exemple le caillou qui se trouve à la fin d'un bout de bois avec lequel on peut casser le crâne des gens, un bouclier qui était en bois. Il n'y avait pas encore les chevaux pour le transport, mais c'était des petits bateaux sur le fleuve du Nil. Mais quand même, il a réussi à casser les forteresses, les frontières, et faire comprendre les deux territoires qu'ils ne sont qu'un seul, que le désert protège et l'armée unie. Narmer, il a pu faire ça dans les années entre 3130 et 3200 avant Jésus-Christ. Mais nous, on dit toujours, on a une flexibilité de date vu la différence des théories sur ce sujet. Oui. Et c'est la première dynastie égyptienne. Monsieur Simon Sayer, comment les frontières égyptiennes étaient bien sécurisées pendant l'ère pharaonique et quelles étaient les armes utilisées pendant ce temps? Alors, les frontières égyptiennes, vous avez demandé une très, très belle question. Car l'Égypte, elle a toujours placé sur les frontières des stèles de frontières. Et ça, c'est le sujet qui nous a rapporté Saba de nouveau avec Israël. Car dans les travaux archéologiques qui ont eu lieu sur les lieux, ils ont trouvé les stèles égyptiennes qui décident la frontière. Alors, ça a montré que c'est un territoire qui nous appartient depuis des milliers d'années. Ça veut dire depuis l'ère pharaonique. Depuis le Nouvel Empire, on a des stèles et on a des traces de vie du Moyen Empire égyptien, des contacts avec les Bédouins. Alors oui, les frontières égyptiennes étaient marquées par des stèles qu'on appelle les stèles frontières, sur lesquelles le nom du pharaon il a mentionné, la date de son règne et le travail de ses troupes militaires dans les lieux et l'appartenance de cela, et que celui qui va les traverser serait attaqué. Les stèles de frontières étaient aussi bien accompagnées par des tours de protection. Et de là qu'on a par exemple la plus célèbre de Sinaï, et ça s'appelle le chemin Horus. Et ça, c'était le chemin de l'armée, le chemin de commerçants, et la destination finale était la frontière. Et oui, on avait la frontière et on avait les armes égyptiennes basées à l'Ancien Empire sur le bois et la roche, le Moyen Empire sur le cheval et le métal, et pendant bien sûr l'époque grecque-romaine, on a traversé tout cela et on avait des flashs très, très avancés utilisés dans les batailles. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Simon Sayer. Je rappelle que vous êtes égyptologue. Je vous remercie pour ces explications et pour les téléspectateurs et pour nous. Oui, merci. Je te remercie, Gérard. Merci, Achraf. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Rendez-vous demain, mais avec une autre équipe à la même heure. Bonne journée.